Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 104. Nous sommes le 5 avril 2024 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Sébastien Blanc. Coucou. Salut Sébi. Tel que Steven Leroux. Salut. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Tel que Yannick Leguer. Salut. Et vous savez deviner à l'accent, moi-même, Horacio González. Dans cet épisode, on va parler surtout des open source. On va parler des licences open source avec les feuilletons Redis, de la sécurité open source avec les failles XCDUT. On va parler des petits projets open source sympas comme les projets Ratatouille que Yannick va nous parler. On va parler aussi un peu des nouveautés en Java que Sévi nous parlera. Bref, un épisode orienté open source. Et je crois qu'avant de commencer, on peut présenter nos intervenants. On va commencer par Sébastien. Sébastien, qui tu es? Qui je suis? Sébastien Blanc, né le... Non, je rigole. Alors, je suis... Alors, moi, je suis développeur advocate, c'est-à-dire que mon rôle, c'est de rendre les développeurs heureux. Et je travaille pour Ivan, une société qui fait de la data infrastructure managée. Voilà pour moi. Et j'habite dans le sud de la France. Personne n'est parfaite. Voilà. Steven, qui tu es? Steven Leroux, moi je suis directeur technique à Clever, donc je m'occupe de l'équipe d'ingénierie. Je rends les ingénieurs heureux. J'essaie. Nickel, c'est une bonne définition. Il rend les ingénieurs heureux. J'aime bien ça. Yannick, et toi, qui tu es? Et donc, moi, Yannick, ça fait 2 ans que je suis à Clever et je suis payé pour développer du Rust. Donc, je suis un développeur heureux grâce à un CTO heureux. Ça, c'est beau, c'est très beau. Et moi, c'est Horacio González, espagnol perdu en Bretagne, qui, après être vagabondé dans les nuages, j'ai fini par atterrir dans un nuage intelligent. Et donc, je suis maintenant VP d'Evrel de Clever Cloud. Bon, on a une belle liste de sujets à parler aujourd'hui, donc si on ne veut pas que l'épisode dure des heures, on pourrait commencer. Et pour commencer, on a tous un peu été surpris, interloqués, et on a suivi avec attention ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines autour de Redis et les changements de licence. C'est qu'effectivement Redis a annoncé son changement de licence en étant double licencié, donc ils sont licenciés SSPL et ce qu'ils appellent la Redis Source Available License. Qui du coup est un modèle qui suit un peu Mongo et autres sur le marché. Par contre, ce qu'on va voir ensemble, c'est que ce qu'avait peut-être pas anticipé Redis, à la différence d'Elastic et de Mongo, c'est que Elastic et Mongo, c'était des boîtes qui avaient employé les contributeurs dans le temps. Et donc, elles étaient majeures contributrices de ces projets-là. Et à la différence de Redis, l'entreprise, et qui, on verra dans les articles qu'on mentionne là, en fait est assez, je vais pas dire contributeur mineur, il y a pas de mauvais et de bons chasseurs, tu vois, il y a pas de contributeur mineur entre guillemets, mais quand même, tu vois, au regard de d'autres contributeurs qu'il peut y avoir, tu te demandes même la légitimité qu'ils ont sur le projet, quoi. Enfin, et en fait, donc ils ont fait ce choix-là, sauf que du coup, les autres mainteneurs qui étaient dans d'autres boîtes se sont mis entre eux et se sont dit, attends, c'est quoi le délire? Et je crois que ils représentent un peu moins de 30% au final Redis des contributeurs. Donc ça veut dire que quand les autres se parlent, ils sont plus majoritaires, et même en termes de mainteneurs, quoi, de code, etc. Donc ils ont fait ce choix-là et ils se sont pris un retour de bâton parce que du coup les autres ont dit non. Et donc ça a forqué. Alors il y a eu 2, 3, 4 forks avant qu'il y ait
va dire une maison un peu plus pérenne avec une fondation pour héberger une suite au projet. Je sais pas si quelqu'un veut évoquer différents forks, mais moi, c'est ouais. avant les forks, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, parce que ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que Redis, l'entreprise, qu'avant c'était Redis Lab et qu'avant il y avait encore un autre nom, n'est pas du tout à l'origine des projets Redis. Et ça, je l'avais presque oublié quand le feuilleton est sorti. Mais à la base, Redis, il y avait un contributeur principal et plein d'autres personnes qui ont commencé à contribuer. Et la boîte qui aujourd'hui c'est Redis, c'était une boîte qui vendait des intégrations de Redis, des services autour de Redis, qu'en 2015, ils ont décidé de s'appeler Redis Lab parce que s'appelait Redis tout court, ça semblait gonflé à l'époque. Et qu'en 2021, je crois, il a à nouveau changé de nom pour devenir Redis. Mais c'était pas que les projets c'était leur bébé, ni qu'ils sont payés pour le développement des projets. On n'est pas du tout dans le même cas qu'on peut être en Elastic, qui est créé quand même par les initiateurs des projets, ou en MongoDB. C'est un cas que pour moi c'est assez inédit dans ce panorama des changements de licence. Elastic, globalement, ça a été créé par Shea Bannon, qui est fondateur d'Elastic, à la base. Bah oui. Le fondateur de Redis, c'est Anti-Rez. Il n'avait rien à voir avec la boîte Redis ou Redis Labs. Il était employé. Voire même... Alors, non, il n'était pas employé. Ah non, c'était des années après qu'il était employé. Il avait ses boîtes à lui en Italie, etc. Et en fait, il s'est même opposé, parce que dans l'histoire du truc, c'est que Redis, qui s'appelait Gargantua ou un truc du genre, Garantia, je crois. Garantia, ouais. Et en fait, elle s'est appelée à un moment donné RedisDB. Et là, en fait, Anti-Rez a dit, non, vous n'êtes pas RedisDB. Et donc, en fait, il les a un peu réfrénés dans ce renommage, et du coup, les autres ont adopté Redis Labs à ce moment-là. À ce moment-là, effectivement, Anti-Rez les a rejoints. C'est un moment où il a voulu un peu passer le relais sur l'aspect maintenance de Redis à la communauté, mais dans son blog post je me rappelle de l'époque, il le dit bien, tu vois, il dit bien, bon voilà, il appelle ça d'ailleurs la fin de l'histoire de Redis, mais pour la sienne en fait, the end of Redis, je sais plus quoi, adventure. Et donc en fait, il l'évoque comme ça, et en disant, bah voilà, moi c'est la fin pour moi, je laisse le projet à la communauté, et je vais faire trublion inspirationnel dans Redis Labs. À la communauté, c'était bien dit. À la communauté, et en 2018, il a reprécisé Redis sera toujours BSD, etc. Il y a un moment donné, Redis Labs a également reprécisé ça, reporté ce discours-là. Sauf que, comment tu luttes efficacement contre des VC qui ont mis des billes dans ta boîte, et c'est pas évident. Et donc aujourd'hui, il change de position. Alors, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Redis en soi ? Je suis pas si sûr non plus. Je pense qu'ils vont perdre le leadership sur le projet open source, ce qui est pas très très grave en soi. Enfin, tu sais, il y a une réalité, hein, c'est qu'il y a ce qu'on perçoit en tant que développeur, ingénieur, et sur un aspect open source et l'aspect communautaire des choses. Mais il y a le concret de comment tu fais de l'argent vraiment. Ouais, il y a le business, quoi. Il y a le business. Et en fait, les boîtes qui ont vraiment besoin de support et qui payent, c'est pas tant des fois le côté open source, hein, c'est le côté solution. Après, des fois, c'est bien d'avoir une sécurité open source, mais là, les forks, je veux dire, ils sont juste compatibles. Donc, tu as toujours cette possibilité de réversibilité. Même si tu es Redis, et par ailleurs, tu as toujours les sources. C'est juste qu'elles sont limitantes d'un point de vue licence, mais tu as toujours les sources. Donc, est-ce que c'est un gros problème ? Je ne sais pas, d'autant que là, ils viennent de faire l'acquisition d'une boîte qui fournit un moteur alternatif plus performant sur l'embarquer en mémoire en alternative à RocksDB. Donc, je me dis, pour les boîtes qui ont des vrais enjeux de performance, de support, et qui payent Redis pour ça,
pas sûr que, tu vois, ça leur pose trop de problèmes. Hein. Et ça peut avoir de l'impact sur les boîtes qui, eux, offraient du Redis managé. Et ces boîtes-là, bah, effectivement, on se Ben, retrouve maintenant avec plein de forks différents. ouais, des forks. Ou, parce que c'est intéressant, il y a des forks au moment de l'annonce, mais avant le fork, il y avait aussi des boîtes, enfin des projets qui ont réimplémenté from scratch le protocole Redis. Je le mentionne parce que nous on l'offre chez Ivan. C'est marrant. On a annoncé, donc ça s'appelle Dragonfly DB, qui réimplémente tout le protocole Redis, qui se dit 25 fois plus rapide ou 730% d'utilisation en mémoire en moins et tout. Qui est en mémoire, qui est en licence dual aussi, donc c'est la même licence. Mais nous on a payé une licence commerciale à eux et on l'offre. Et le lendemain, Redis annonce le changement de licence. Donc c'était, je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est les VC qui s'amusent entre eux là, mais c'était. Ouais, faut se dire qu'ils sont pas si réactifs que ça dans ces boîtes-là, donc c'est des trucs qui sont prévus longtemps à l'avance. Voilà. Mais ce truc-là de réimplémenter le protocole Redis, ça me donne presque envie de spoiler quelque chose. Bon, je vais pas le faire, mais si vous voyez la tête de Yannick. Attends un peu. Non, mais par contre, tu vois, t'évoques Dragonfly, et effectivement, moi, à un moment donné, dans ce truc-là, je me suis dit, mais en fait, entre Dragonfly, t'as KDB également, t'avais déjà des forks historiques qui avaient fait un peu bouger Redis pour être multithreadé, pour offrir d'autres choses. Notamment, t'avais Redis on Flash, qui était un truc que Enterprise à l'époque de Redis, et t'as d'autres projets qui se sont dit, non, mais c'est un peu con, enfin, nous, on va l'intégrer dans le projet open source de base. Et je m'étais dit, ok, bah peut-être que la communauté va se dire, bon, bah maintenant on reshift vers ces projets-là. Et non, ils se sont dit, bah en fait, on va forker l'existant et faire une continuité sur le projet historique. Bon, du coup, je me dis, bah pourquoi au final? Je trouve que Redis s'était un peu perdu dans les dernières années à faire un peu fourre-tout, tu sais, à faire de la time series, à faire du document. À la fin, les gens sur Redis, ils font du KV, tu vois, donc. Là, je trouve que c'est un peu toujours pareil, c'est tu dois cocher les cases et je trouve que c'est toujours le problème des gens qui veulent te faire du marketing ou du branding technologique bradé en mode technologie grand public, en CES, tu vois, end consumer truc. Mais non, en fait, il y a un moment, il faut qu'on comprenne que dans notre monde, il y a des notions technologiques et que c'est bien, en fait, et qu'il faut capitaliser sur la technologie, qu'il faut la comprendre, il faut que les DSI et les CTO des boîtes se disent qu'ils doivent comprendre leurs propres enjeux pour savoir quoi aller chercher sur le marché pour traduire leurs besoins, et c'est pas en faisant un peu le petit dénominateur commun de tout ça que tu dis, bon, bah, je prends ce truc-là, le logo a l'air joli, donc je l'achète, quoi. Le côté hype-driven, tu vois, du marché, c'est un truc qui est assez pénible. Ouais. Et ça amène en fait l'industrie au global à être très médiocre. Bah, disons que quand ce type de décisions sont inspirées pour une logique de profit court terme ou espoir de profit court terme de faire ton produit qui attire plus et tu t'éloignes de ce qui est ton cœur de produit, effectivement, c'est toujours bizarre. Mais dans ce cas-là en particulier de Redis, en plus de ce côté-là, il y a le fait de décréter comme ça l'effort des contributeurs depuis plus de 15 ans. Nous, on décide de jour au lendemain, on change la licence des contributeurs qui travaillaient pour des cloud providers, qui étaient payés par ces cloud providers, retrouvent que tout ce travail-là, ils ne peuvent plus l'utiliser parce qu'il y a un changement de licence. Donc, moi, c'était surtout d'abord la sidération de que la boîte puisse faire comme ça de jour au lendemain sur un produit qu'ils n'ont même pas créé. Et après, l'arrivée de... Parce que, comme tu dis, il y avait des réimplémentations de Redis à droite à gauche, mais l'arrivée de forks, de pure forks aussi rapidement comme Redict ou Valky, et le fait que ces forks-là, ils ont pris de l'attraction et surtout ils ont pris les maintainers et des gros contributeurs, ils ont pris surtout des gros contributeurs de Redis en très peu de temps. Ça veut dire que pour moi, la communauté a réagi de façon extrêmement rapide.
Donc, je Bah, pense Oui, mais qu'il y a... parce que le projet leur appartenait pas en fait, et quelque part ils ont volé le projet. Ils se C'est ça. sont accaparés le truc et ils se sont dit bah ok, on change de licence. Et en vrai, ce que je comprends pas trop dans l'histoire quand même, c'est quel droit ils ont de le faire. Parce Parce qu'ils sont que les mainteneurs. C'est ça. et C'est maintenant, quand non, les attends, je créateurs dis étaient la boîte partis, Redis, Bah, la les boîte ma- Redis. la boîte Redis, c'est les mainteneurs. non, les maintainers, c'est Mais des salariés de Redis. C'est ça. oui, mais c'est C'est pas pas la parce que même t'es chose. mainteneur que t'as le droit de changer la licence sur du code qui t'appartient pas Sur forcément. BSD, si. Donc faut Sur voir BSD, le. tu as la possibilité de changer de licence si tu es le mainteneur. Si tous les mainteneurs sont d'accord entre eux. Et comme Mais tu c'est es pas un que seul une- mainteneur, C'est pas qu'une question de licence, c'est aussi une question de copyright. Et là, faut que j'aille voir, mais je sais Ouais, pas je s'il y sais a un pas trop. copyright dessus BSD, ou il pas. n'y a pas de copyright. Tu sais. C'est pour ça. BSD, Ouais. c'était un cas particulier. C'est justement un type de licence qui a permis ce type de comportement, mais aussi qui a permis que les forks sortent à toute vitesse, donc quelque part. Et dans les forks, c'est très curieux parce qu'on voit Redict et on voit Valky, et si on creuse un petit peu, on voit qu'ils collaborent ensemble parce qu'ils ont des scopes ou des points de vue légèrement différents. Selon ce que j'ai lu dans les différents communiqués qu'ils ont fait chacun, Redict, il cherche plutôt la stabilité, faire un truc pour de long terme, introduire les innovations petit à petit, que soient complètement compatibles avec Redis et pour une utilisation plus enterprise, tandis que Valky a la vocation, selon ce que j'ai lu, d'accueillir des innovations qui étaient plus ou moins en attente, que les contributeurs avaient poussé mais ça n'avait pas été accepté. En gros, d'évoluer un peu plus rapidement. Et d'ailleurs, dans les derniers posts de Redict que vous aurez là, ils disent qu'ils vont récupérer à fur et à mesure certaines des innovations de Valky, mais à un autre rythme. Donc, quelque part, c'est comme si c'est des projets qui vont aller main dans la main, mais avec des scopes et des utilisations différentes. Mais il y a qui derrière Redict? Je suis en train de voir le site. Ils sont sponsorisés. Il y a une fondation derrière? Non. Non, justement, Valky, maintenant, c'est de la Linux C'est la Linux Foundation. Foundation. Ouais, c'est pour ça que je demande par CNCF. rapport à Redict. Parce que Valky, c'est celui qui a fait, enfin, dans ma bulle à moi, c'est celui qui a fait le plus de bruit, hein, comme, Ouais, mais après, en fait, le premier à avoir dégainé, c'était Redict. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté one man project. C'est Ouais. un gars un peu tout seul qui s'est dit bon, il faut forquer, je réagis vite. Alors il est allé vite, sauf qu'il est allé moins loin. Donc en fait, les autres se sont organisés en passant par un côté fondation, donc la Linux Foundation pour le coup, Ouais. avec différents mainteneurs. Donc en se synchronisant, ça a pris quelques jours de plus. Sauf qu'ils arrivent avec une fondation, un autre projet, ils sont un peu tous d'accord derrière, et puis aujourd'hui, je trouve que Redict est un peu isolé. Ils ont pris un côté licence qui fait que, tu sais, c'est un peu comme l'élastique. Redis a tiré d'un côté et eux, ils sont allés de l'autre côté avec la LGPL, LGPL à etc. fond. Ce qui va du coup refroidir aussi certaines boîtes. Donc ça va rester effectivement un projet très open source, mais très communautaire. Ouais. Et il va peut-être pas avoir l'élan et la dynamique qu'il peut y avoir avec les boîtes qui peuvent contribuer dessus. Bah oui, Donc, parce que Linux Foundation, c'est cool, hein, mais ça veut dire que derrière, il va y avoir AWS, tous les gros qui vont, enfin tous leurs contributeurs. Ils ont déjà ça commencé. veut dire aussi que c'est un sacré panier de crabes politique. Mais Ouais, tout à Mais de fait. l'autre côté, sur Valky, on a plusieurs des plus gros contributeurs de Redis les 5 dernières années. Donc, quelque part, et que aussi, c'était déjà AWS et d'autres boîtes qui Il y avait employaient Huawei ces dans le personnes-là. Oui, voilà, ils ont leurs équipes déjà. Ça va être juste un switch peut-être pour certaines ouais, équipes. Tencent. En fait, Tencent, il y a Tencent, Huawei, et AWS. il y avait un japonais aussi, c'est une boîte qui, tu peux même pas y accéder depuis la France. Quand tu essayes de t'y accéder, on te dit vous n'avez pas le droit d'y accéder depuis l'Europe. Mais il y a un japonais qui faisait énormément de commits dans Redis, qui a passé sur sur un Redis. des articles qu'on partage là, LWNet notamment, tu as un tableau qui fait la synthèse des contributions et globalement, tu as à peu près 34% de gens qui sont
non affiliés, non identifiés, Ouais. mais qui peuvent appartenir à Oui. des organisations sous-jacentes. T'as Tencent qui est le premier contributeur à quasi 25%. Le deuxième, c'est Redis à un peu moins de 20%. Et du coup, tu te dis, bah, Tencent, ils ont quasiment plus leur mot à dire sur le sujet, quoi. Alibaba, ensuite, qui est à 6,7%, Huawei à 5%, Amazon à 5%, ByteDance à 2%, ByteDance c'est TikTok, 2%, NetEase à 1%, et après, il n'y a pas le détail. Mais au final, Redis, identifier Redis, c'est à tout casser à 20% des contributions, quoi. Ouais. Ouais, dans les 35%, tu peux peut-être en avoir. Et potentiellement juste en tâche aussi de maintenance au final. D'aller merger les contributions de l'un, de l'autre, Ouais. faire du corps, faire machin. Ok. Ouais. Et Valky, juste, moi j'étais très naïf, j'avais même pas capté le jeu de mots, on me l'a dit, mais ça, Bah Valky quoi. Non, mais- Valky. Après ils veulent faire fais du verlan pour moi. Valkyrie, mais bon, Valkyrie, on sait bien que c'est pas Valkyrie Ouais, qu'ils ont mais pensé. voilà, mets ta casquette à l'envers et fais du verlan. Valky. Valky. Kival. Oh, Kival. Oh. Non. Bon, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué quand même, hein, dans l'histoire, c'est que Redis, ils sont encore une fois, il n'y a pas de problème, je trouve, avec les cloud providers si les éditeurs sont pas débiles. C'est-à-dire que si tu es capable de faire du revenu sharing et d'intégrer tes coûts de licence, d'avoir une solution open source que tu peux distribuer avec le partenariat, avec la société qui est derrière, et en ayant cette logique d'avoir la valeur ajoutée, le support intégré via la licence, etc. Nous, c'est ce qu'on fait avec Elastic, par exemple, ça marche très bien. C'est ce qu'on fait pas avec Mongo parce que ce sont des cons. Désolé de la vulgarité, mais Redis, pareil, ils ont pris comme postulat de dire, bah on vous vend 100 000 licences et allez les vendre. Bah nous on fait pas ça. Parce que déjà, c'est du coup upfront où on n'a peut-être pas envie de payer tes licences upfront alors que c'est toi qui fais le marketing du produit, etc. Et que moi, je préfère qu'on ait une relation commerciale pour aller faire des choses ensemble et porter le risque à deux. Parce que si demain, tu fais de la merde sur ta stratégie produit, moi, je t'ai acheté des licences que je peux plus vendre. Là, l'exemple est parfait. Si on avait acheté 100 000 licences Redis et qu'ils devaient changer de licence, eh ben, on aurait fait genre, ah bah, bah, on fait quoi? Maintenant, c'est Valky, tu vois. Donc, je pense que Sébastien, de votre côté, c'est un peu le même topo. Et je trouve que, tu vois, c'est très différent. Alors, Elastic, on arrive à bosser avec eux, et donc c'est très bien. Et nous, on fait de la solution Elastic Enterprise, tout inclus, et on fait du revenu sharing avec la boîte qui est derrière. On est très partisans de ce modèle-là, parce qu'effectivement, tu fais vivre les éditeurs, et c'est un modèle sain. Pas comme le modèle cloud historique Amazon où tu prends tout gratos et effectivement tu les revends. Et on n'est pas partisan de ça parce que il faut faire vivre les éditeurs et c'est normal. Par contre, les éditeurs qui effectivement ont une posture de dire je te vends upfront des licences et moi j'ai signé mon année, etc. On peut pas bosser avec eux. Donc ils se mettent eux-mêmes dans cette situation-là. Oui, on a le même problème et on sait que ça va arriver sur d'autres. Nous, chez nous, on a du ClickHouse aussi. Et on sait qu'à un moment donné, ClickHouse, ils vont faire la même chose. Ils vont changer leur licence. Donc, ouais, alors ClickHouse, ce sera peut-être plus compliqué de faire des forks. c'est clair. Il y avait un projet chinois, comment il s'appelait Pour ceux qui savent pas ce que c'est, comme moi, ClickHouse, on peut expliquer ClickHouse, ouais, c'est un column store qui te permet de gérer des données pseudo-structurées et d'avoir une interface SQL pour les requêter. Donc, et pourquoi ça serait plus compliqué de faire un fork? Qui t'a donné les détails? Alors, moi, je n'ai pas de détails, d'infos, de trucs, j'ai juste ce que j'ai observé. Et à un moment donné, il y avait un Chinois qui avait fait un projet qui était TensorBase, qui était un truc compatible ClickHouse en drop replacement, mais basé sur tout implémenté Rust avec du Arrow dedans, des trucs où je m'étais dit, ça part bien ce projet-là, c'est bien. Et puis le mec est un peu énervé.
Et à un moment donné, il a tout arrêté, il a mis un petit edit dans le README en disant désolé, je vais élever des pas chèvres. faire de mal à la communauté ClickHouse, je me retire de tout projet data relatif à ClickHouse, salut. Donc, je dis pas qu'il y a pas 2-3 Russes qui ont fait bim, bim, en mode Un projet dis russe donc, à toi. ClickHouse, il faut le préciser. Ouais, ça a été créé Judo, par toi, tu ne nous chatouilles pas, n'est-ce pas? Il y a d'autres nuits qui est arrivé chez lui. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il a pris peur, mais magistralement. Il a fait genre, plus jamais je touche à ça. Désolé, je voulais pas vous faire de mal. Salut, oubliez-moi, à jamais. La licence FSB. C'est ça. Et donc, bon, je me disais, bah, est-ce que quelqu'un va reprendre le projet, le fork, le continuer? Mais non. Non, ouais. Donc, ouais, je sais pas. Peut-être que ça pourrait arriver. Après, je sais pas, tu vois, regarde HashiCorp ce que ça donne, Redis ce que ça donne, ClickHouse. Donc, Oui, on vous met qu'on quelques articles sur Redis. Il y a des articles qui, en plus, retracent un peu l'histoire du projet, de la création, de comment ça s'est fait. Et ouais, moi, le sentiment que j'ai derrière, c'est que j'ai du mal à être triste pour Redis parce que je vois beaucoup plus ça comme une société opportuniste qui s'est un peu accaparé les droits du projet, plus que tu vois, une société un peu comme Elastic par exemple, où t'as le fondateur, le truc, ils ont recruté leurs contributeurs, ils ont créé un écosystème. Là, pas tant que ça, quoi. Ça me fait un peu ni chaud ni froid ce truc. Je me dis bah ok, c'est forqué, mais de toute façon vous méritiez pas forcément non plus dans vos valeurs, dans tout ça. Donc bon. Donc, c'est une belle Adieu, conclusion Redis. à cette partie-là, les valeurs autour de l'open source et la contribution. Et en parlant des valeurs ou des manques de valeurs autour de l'open source, ça nous permet d'introduire le sujet suivant. Une petite faille qui aurait pu être catastrophique. C'est un parle d'un apocalypse qui a été évité de justesse. C'est autour d'un petit utilitaire XZUtils. Et bon, bah, Yannick, tu nous fais le résumé pour ceux qui ont passé à côté de l'histoire? Oui. Alors, en gros, une personne qui n'est pas du tout chercheur en cybersécurité a découvert qu'il y avait 500 millisecondes d'écart entre deux versions de SSH. Et il comprenait pas ce qui se passait. Du coup, il a commencé à creuser. Et il est descendu, mais d'une profondeur, c'est infernal, quoi. Parce qu'il y a des couches sur des couches sur des couches. Et donc, pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'était SSH utilise en lib dynamique une autre lib qui est libLZLMA, c'est dur à prononcer, qui vient du projet XZUtils et qui est venu injecter un bout de code dans le fonctionnement de SSH. Et en fait, cette injection de code avait pour conséquence de venir non pas faire du déchiffrement comme ce que devait faire SSH avec des clés qui venaient de l'utilisateur machin bidule, mais en utilisant une clé d'un pirate. Ça veut dire que lorsque le pirate se connectait à une machine infectée, il pouvait se connecter à la machine, donc ça faisait un truc comme s'il se passait rien. Mais en fait, cette faille-là permettait de pouvoir lancer n'importe quelle commande sur la machine de l'utilisateur et n'importe quelle commande en route, parce que SSH est un programme qui fonctionne en route. À partir de là, il avait le contrôle total de la machine. Juste parce que on avait une version de SSH qui utilisait une version spécifique de la libLZLMA. C'est absolument catastrophique parce que ce truc-là était présent dans les dépôts seed de Debian. Donc, dépôt seed, ça veut dire unstable pour les distros Debian. Et ils allaient le faire passer
en version stable. À partir du moment où ce truc-là partait dans la nature, l'intégralité de toutes les distribs qui utilisent du DPKG, donc les Ubuntu, Linux Mint et consorts, allaient récupérer cette lib pour venir l'allier à SSH. Après, il y a des contraintes, c'est qu'il faut que le SSH soit utilisé par systemd pour que la faille puisse fonctionner. Mais comme systemd est largement répandu et installé par défaut, ce comportement, il se serait retrouvé dans plein de machines. Et à partir du moment où le pirate connaissait l'IP de la machine qu'il voulait attaquer, il était root sur la machine. Mais ça devient presque un film. Et comment est-ce qu'on est arrivé là? Comment est-ce que non, mais c'est ça le plus fou. Là, la partie technique, il y a toute la partie Cluedo est la plus rigolote. Ça, c'est la partie géniale. Ouais, c'est... Alors... Ouais, vas-y. Parce que tu le sais mieux que moi, je pense. Tout débute par un compte je ne me rappelle plus du nom, qui est venu faire de la pression psychologique sur le mainteneur du projet XZ, le mainteneur originel. Il n'a pas arrêté de le dire, là, ça serait mieux qu'il faudrait qu'il y ait plus de contributeurs, il faudrait déléguer la maintenance, il faudrait machin. Un autre utilisateur est rentré en 2022 dans le projet XZ. Son pseudo, c'est JAT75, qui a une adresse qui est chinoise, si on veut creuser un peu plus. Et cette personne-là a fait des contributions depuis 2022 dans le projet et les a fait de manière propre. C'est-à-dire qu'il s'est fait passer pour un vrai mainteneur et il a fait tout ce qu'il y avait à faire pendant cette durée-là. Sauf que à un moment, il y a un commit qui a été rajouté, enfin 2 commits même qui ont été rajoutés. Un commit qui a été rajouté des fichiers de test, et dans ces fichiers de test, en fait c'était carrément un binaire qu'il y avait dedans. C'était un fichier compressé, parce que la XZ c'est un utilitaire pour décompresser des trucs. Et donc lui, il a fait passer ça pour ce qu'on appelle des features, donc c'est des fichiers qui permettent de vérifier le fonctionnement d'un système. Normalement, on fait pas ça, on commit jamais de binaire dans un Git, c'est une très mauvaise pratique, parce que ça rend totalement non auditable le code. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il était mainteneur du projet, parce que l'autre, il avait step down, parce que il avait dû avoir d'autres pressions psychologiques, donc il n'y avait plus personne qui vérifiait ce qui rentrait sur le projet. Il a intégré ces 2 fichiers binaires dans la codebase. Ce qui s'est passé, c'est que Debian Seed, en fait, ils font des backports, des modifications des projets pour venir faire du packaging. Et là, on rentre dans le labyrinthe infini. C'est que lorsque on télécharge les sources et qu'on compile soi-même, on n'a pas la faille. Le seul moyen d'avoir la faille, c'est d'être dans le mode de fonctionnement du packaging de Debian. C'est à ce moment-là qu'on vient intégrer ce qu'il y a besoin d'intégrer pour que lorsque la personne va faire un apt install de la lib, il va se passer des trucs qui va venir modifier un bout de code dans ce qui va être compilé à la fin, qui va venir intégrer la faille. Et pour tout ça, il y a un lien qui sera filé où il y a une personne qui a fait le rétro-engineering en fait des différentes étapes de la faille. Il y a des couches dans des couches qui ramènent récursivement sur d'autres couches. Il y a vraiment énormément de techniques, à la fois de social engineering et de techniques pures, qui ont été rajoutées. C'est pour ça qu'il y a des suspicions que déjà la personne ne doit pas être toute seule. Ouais. Oui, et il y a des suspicions que ça soit pas forcément une personne, que ça soit une entité
peut-être gouvernementale. Dans les Et- liens, on a mis un article de Wired dans lequel il creuse plus ces contraintes-là, parce qu'une opération comme ça, parce que c'est que il faut penser, c'est que ça a duré des années, le Des années, processus c'est ça. d'infiltration, quoi. Oui, parce que tu parles de pression psychologique, mais elle était très subtile, hein, parce qu'il a vraiment joué, comme tu disais, il était un contributeur, et il a vraiment, ils ont pris la confiance et tout, et à un moment, hop, il a été committeur sur le projet et tout, mais vraiment, je pense qu'il a fait ça de manière très subtile, quoi. C'est une pression psychologique subtile, on va dire. Et j'ai découvert un truc très très rigolo aussi. Toute la faille de sécurité se basait sur un nom de fichier. Et à un moment, il y a un contributeur, il a eu l'idée de renommer le fichier. Et je pense que ce truc-là, il a dû delay l'attaque parce que ils ont dû revoir leur manière de faire parce que le fichier qu'ils attendaient, il était plus là. Mais non, mais c'est génial comme histoire. Et là, je viens juste de chercher un tweet. Alors, le mec, il a découvert. Tu parles des 500 millisecondes. Il a, en fait, ça, il a redécouvert même après. Au début, il a vu juste une surcharge de CPU. Et c'est en analysant ça qu'il a vu le délai de 500 millisecondes et qu'après il est parti. Ouais. Moi, je viens de le voir dans un. Mais ouais. Et moi, j'ai une question qui fâche. Est-ce que vous pensez que c'est le seul projet? Je veux dire, quand on est passé aussi proche de la catastrophe, est-ce qu'on a eu énormément de chance collectivement et c'était le premier essai de ce type d'attaque qui se faisait ou il y a éventuellement d'autres dans la nature? Ce qui est terrifiant, c'est que JA T75, il est aussi contributeur dans VNC. Bah, c'est pas la première fois qu'on voit ça, hein, tu sais, des contributions, on va dire... mais aussi élaboré, sophistiqué pendant des années. Je veux dire, là, c'est pas... On a vu des trucs, à un moment donné, quelqu'un se fait appâter par l'Ariane ou se fait pirater son compte et il y a des commits malicieux, mais construire toute une histoire, une persona, parce qu'à tous les coups, il n'existait pas, ou c'est un groupe de personnes, et derrière, réussir à faire de l'ingénierie sociale et de la vraie ingénierie pendant des années pour arriver là, c'est quand même à une échelle que moi, en tout cas, je ne connais pas sur d'autres projets. Mais c'est juste que là, ça se voit. Mais en fait, pour combien de choses qui ne se voient ça, pas, ma question. Être là, l'attente... Là, il y a eu une entorse aux bonnes pratiques de la sécurité. C'est qu'il y a eu divulgation de la faille, mais tout de suite, quoi. Le mec, il a divulgué la faille, qu'elle soit patchée ou pas, ou qu'il n'y ait pas de patch ou rien du tout. Là, en fait, il y a eu... Normalement, ce qui se passe, c'est que une personne découvre la faille, l'envoie à quelqu'un en secret, et après, il y a le rapport de ce qui a pu se passer. Ben ça amène à deux choses. C'est que nous, notre postulat, c'est effectivement de se dire qu'une infrastructure qui bouge, c'est une infrastructure qui se sécurise tout le temps et en permanence. Et tu vois, là, la faille a été stoppée au niveau de Debian Seed, mais elle partait dans la stable. T'as combien de gens qui installent des distribs et qui n'y touchent plus en se disant, bah ça va, c'est stable, puis c'est bien. Et du coup, bah t'as des backdoors existantes après pendant des années qui existent dans certains systèmes. Donc ça, c'est une conception de la sécurité qu'il faut absolument combattre, parce qu'un système stable, c'est un système qui est potentiellement troué ou trouable, mais parce que des fois, tu as des bugs, et des fois, tu as des choses comme celles qu'on voit là, qui sont intentionnelles, mais t'en as combien d'autres, tu vois, latentes dans des systèmes LTS qui sont installés et qui bougent pas, etc. Le deuxième point, c'est le coût, l'économie de l'attaque. C'est-à-dire que quand tu attaques Debian, comme tu dis, tu as l'impact sur toutes les dérivées Debian et sur le parc d'installés de Debian. Et c'est pour ça que nous, on maintient notre propre OS, parce que c'est une surface d'attaque qu'on réduit énormément en ayant... Alors ça coûte entre guillemets l'équipe qui est capable de gérer l'OS,
Par contre, on gagne énormément sur le modèle sécuritaire parce qu'on sait ce qu'on met dedans et on a le contrôle et la réactivité absolue. Et on n'est pas obligé d'attendre, par exemple, qu'une distribution fasse son patch, le distribue, etc. quand il faut savoir réagir sur un truc sur le marché, quoi. Et aussi, ça va éroder encore un peu plus la confiance, enfin, dans l'open source. Ceux qui critiquaient déjà pas mal, j'ai peur de cet aspect-là aussi. Ou renforcer surtout les pratiques dans l'open source, je pense. C'est plutôt dans l'autre sens que ça va se passer. Quelque part, ouais, l'open source permet de le voir, là. Oui, mais ça c'est vrai au final, mais il y en a. Alors, ça te permet des vecteurs d'attaque, mais ça te permet de le voir. Ça me permet. Voilà. Dans le privé, entre guillemets, sur les closed source, alors disons que c'est plus géopolitisé, quoi. C'est-à-dire qu'une solution d'éditeur américain va avoir des backdoors américaines. Les services chinois vont avoir du mal à aller voir les éditeurs américains. Alors, bonjour, ça c'est pour la Chine. Ou alors, c'est possible, hein, pour dire, on vous autorise la vente sur sol chinois, mais où est la clé? Et là, une fois que c'est privé, t'as pas droit de regard dessus, donc t'en sais rien. Enfin, pour moi, c'est toujours plus sécurisé potentiellement en open source qu'en code privé. Après, t'as des vecteurs d'attaque supplémentaires, effectivement, par des aspects communautaires. Ce que ça a levé dans cette histoire-là, c'est l'aspect un peu burn-out, tu sais, des mainteneurs solo d'une librairie qui est utilisée par plein d'autres projets, puis à la fin... le plus gros burn-out qu'il y a eu, c'est la mainteneuse de Alpine Linux. Alors, on va pas dire le plus gros, parce que il y en a qui se voient pas, tu vois. Ouais, mais ça avait été le plus gros burn-out parce que la personne, elle packageait des dizaines de milliers de paquets. Non, ça avait été un gros burn-out. Ouais. Et du jour au lendemain, elle a dit, moi j'arrête. Sauf que on parle de Faker.js et Color.js. Là, le gars, il a pas dit j'arrête, il a release des versions toutes pétées qui ont pété tous les trucs au-dessus. Et en plus, t'as des développeurs de boîtes, tu vois, qui gagnent des fortunes, qui sont descendus en l'insultant, etc. C'est FFmpeg, là, qui vient de faire un tweet en disant, t'as Microsoft qui dit oui, on utilise une version de FFmpeg, on a un truc bégué, c'est high priority dans les issues, tu vois. En disant on a des clients en cours dessus sur une solution, merci de fixer vite. T'es là genre. Il y a un VP de Google qui a sorti une phrase sur Twitter l'autre jour en disant que si ton projet hobby il fait tourner tout l'IT, c'est plus un hobby. Ouais, mec. Si la personne elle est pas payée pour, elle est pas payée pour. Ouais. Or, c'est toute la question, c'est comment tu passes effectivement de ton hobby à ton métier. Et c'est pas si simple, hein. Ah bah non. C'est pas que des questions techniques ou organisationnelles, c'est même philosophique. C'est-à-dire que t'as des gens qui aiment faire ça d'un point de vue hobby, mais si tu leur dis attends, ça te demande trop de boulot, je te paye pour. En fait, si ça se trouve, ça leur va même plus, tu vois. Bah non, parce que c'est un échappatoire. Tu fais des trucs peut-être dans ton boulot que t'aimes pas, mais le soir, tu vas faire un truc que t'aimes parce que c'est un projet que t'as fabriqué. Quoi. Et sans la question, c'est est-ce que tu vas continuer à l'aimer quand tu bosses pour les autres? Voilà, ça. Mais il y a l'aspect contrainte aussi, l'aspect au moment où j'ai fait l'open source le soir parce que j'aime bien pour me changer des idées, mais si un jour je ne vais pas parce que je préfère regarder Netflix, je regarde Netflix. Au moment où ça devient un boulot, c'est différent. Soyons clairs, où tu fais de l'open source, pas le soir. Tu peux très bien être mainteneur d'une lib dans une boîte, payé par cette boîte, mais tu as fait une lib ou tu as fait un soft qui résolvait un problème à l'échelle de la boîte avec la maintenance associée avec le coût de la boîte, et ton projet explose. Et demain, tu as la moitié des boîtes de la Terre qui commencent à l'utiliser. Et en fait, le truc, c'est que ça doit s'anticiper. Et tu dois du coup avoir, pas toi individuellement, mais
ton manager, ta boîte, à partir du moment où tu open source des trucs, elle doit être prête à se dire, ok, si le projet explose, comment on réagit, comment on fait, comment on s'aide, parce que notre développeur là, sinon il va exploser au vol. Donc il faut pouvoir s'outiller, éventuellement voir le phasage à un moment donné pour dire, ok, là, on a besoin de renfort. On a identifié 2-3 autres boîtes qui contribuent dessus. Bah, il faut aller chercher d'autres mainteneurs, quitte à aller mettre une fondation, une gouvernance, etc. C'est lourd, c'est du process, mais si tu le fais pas, tu crames les gens. Et sur les projets qui démarrent, c'est pas très grave, mais t'as combien de projets comme ça qui aujourd'hui sont un peu en souffrance avec des gens qui portent les trucs à bout de bras et qui se plaignent pas trop, tu vois, tu les entends pas, les développeurs, massivement pas trop, mais je pense qu'il y en a un paquet qui sont déjà en mode... ça arrive vite. Hein. Pour voir un exemple très récent, et c'est pas encore à ce point-là, mais j'ai entendu les 2 contributeurs en parler, de LangChain4j, donc le portage de LangChain pour Java. Pour l'instant, c'est backé par aucune boîte et tu vois leur GitHub, hein, il se remplit d'issues, il y a quelques PR, mais tu sens qu'ils sont en train de se faire dépasser. Donc j'espère que bientôt ils vont se faire sponsoriser mais c'est dommage parce que c'est un beau projet, mais tu sens que on est sur exactement ce que tu décris et moi j'ai bien connu ça à Keycloak, hein, mais là l'avantage c'était qu'on était déjà au sein de Red Hat, il y avait déjà toute la structure et Red Hat sait gérer ce genre de projet, mais ça va vite, hein, un projet qui explose d'un coup, que tout le monde commence à utiliser. C'est exponentiel, hein, t'as le nombre d'étoiles, il monte. C'est impressionnant. Donc non, Bah c'est Paul Mazurel sur Twitter, Full Me Coton pour ceux qui le cherchent, qui disait il y a le 3 avril là, il disait qu'il faudrait un équivalent Netflix pour l'open source, c'est-à-dire qu'en fait quand tu utilises des projets, quand tu développes des projets, tu peux le mettre en double licence, c'est-à-dire que tu le mets en AGPL, ce qui est le projet open source, etc., mais qui restreint l'usage peut-être commercial. Ouais. Et tu as une licence commerciale qui passe par la structure qui te permet l'usage, mais qui t'assure, pour les boîtes qui payent une cotisation, d'avoir une répartition après des revenus sur les projets. Ah, ouais. Alors, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. Tu as déjà des projets qui commencent à se structurer pour faire un peu de rétribution, de sponsoring, etc. Pour moi, ce que ça résout pas, c'est que c'est pas parce que tu payes que ça va résoudre le problème organisationnel de la maintenance d'un soft. C'est-à-dire que, comme tu dis, tu vois les issues qui explosent, etc. Et à un moment donné, tu as besoin de quelqu'un qui fait du triage, tu as besoin de quelqu'un qui fait de la priorisation, de la release, du test, etc. Et tu as besoin de professionnaliser, en fait, les librairies qui se voient pas et qui aujourd'hui sont maintenues par des simples contributeurs. Et j'ai même envie de te dire que on va arriver sans doute dans les années à venir à un problème structurel, parce que l'informatique, c'est quand même assez récent, et qu'on a un paquet de mainteneurs de lib de base qui ont, à mon avis, entre 50 et 60, voire 65, mais qui, tu vois, en plan retraite, ils maintiennent encore leur truc. Et t'as, à mon avis, un paquet de trucs comme ça, où à un moment donné, les gens vont soit mourir, soit prendre la retraite et aller faire de l'élevage de chèvres ou je ne sais quoi. Et du coup, d'un point de vue structurel, on va voir un paquet de libres comme ça qu'il va falloir reprendre, qu'il va falloir forquer, qui n'auront pas été anticipés d'un point de vue organisationnel, et ça risque d'être assez chaotique. Mais peut-être pour résoudre mieux aussi ce problème-là, qui aujourd'hui fait que tu as des faiblesses un peu dans le modèle, quoi. Ouais. Et là, c'est pas un problème open source, closed source, parce qu'en fait, le closed source, il se base sur les mêmes librairies, hein, pour le coup. On va avoir le même problème qu'avec COBOL, quoi. Beaucoup de code et les développeurs qui meurent. Triste. Ouais, mais est-ce que tu sais qu'il y a COBOL Wasm qui existe? Je suis tombé dessus. Et là, c'est le mot de la fin, je pense. Je vous laisse méditer sur COBOL en WebAssembly pendant qu'on passe au sujet suivant. Et le sujet suivant, c'est l'intelligence artificielle générative, Gen AI. Sebi, je crois que tu avais une histoire sympa pour nous raconter. Ouais, c'est une anecdote, hein, mais c'est pour un peu illustrer cette déferlante
alors j'ai pas envie de dire le mot disruptif, mais mais c'est vraiment hallucinant. Je sais pas, dans ma boîte, on me dit AI, Gen AI, je sais que chez Docker c'est pareil, chez Mongo c'est pareil et tout. Mais un exemple très concret, c'est une petite boîte qui s'appelle Acorn. Je sais pas si vous connaissez le mec derrière, enfin qui y travaille, c'est Darren Shepherd, je le suis sur Twitter, il était chez Rancher avant et tout. Mais il faisait pas un truc autour de Kubernetes? Moi, c'est un nom que j'associe à Kubernetes. Alors, Acorn, il faisait une espèce de, je crois que c'est une surcouche de Helm ou un truc comme ça. C'est autour de la distribution de ressources à Kubernetes. Ils avaient un SaaS et tout avec des clients et tout. Du jour au lendemain, ils ont fait, bon, ben, maintenant, on va faire de la Gen AI. Et les gens, ils ont fait, ouais, mais là, autour de votre produit. Non, on laisse tomber le SaaS, on le ferme. Hein, ça faisait 18 mois que ça existait. On a informé nos clients, on ferme le service, on travaille plus du tout dessus et on fait un pivot complet. Et ils travaillent sur quelque chose qui s'appelle GPT Script. C'est une espèce de script, un langage de scripting autour de GPT, donc essentiellement. Mais c'est un pivot complet de la boîte, ça me fait quand même halluciner quoi. Bon, ils sont encore petits, ils devaient pas avoir tant de clients que ça, je pense non plus. Mais voilà, c'est juste pour illustrer un peu cette quand même cette déferlante qui change un peu tout. Voilà, je voulais partager ça, j'ai mis le lien. C'est full open source, trop bien. Ouais. Et donc effectivement, a priori, c'est encore un peu jeune. Je l'avais testé la semaine dernière en me connectant, parce que derrière, il faut qu'il se connecte à un modèle quelconque que j'avais connecté sur l'API de ChatGPT. C'est un langage de script pour scripter des prompts. Oui, j'avoue que j'ai du mal à trouver pour le moment l'utilité pratique à part les gadgets, mais en tout cas, l'idée, un langage qui permet de scripter la production de prompts et derrière, le modèle va répondre à ces prompts-là. Là, GPT Script, il est open source, donc je ne sais pas quel est le business model actuel de la nouvelle structure. Il vient de pivoter, c'est une start-up. Il doit avoir aussi des fonds et des VC derrière. À tous les coups, c'est une question que pour le moment, il ne se pose pas trop. Ouais, donc c'est peut-être les VC qui leur ont dit hey, les AI, vous avez vu les AI? Hey, les AI, t'as vu les AI? Tentez l'expérience. Okay, bah, vas-y. Bon, après... Ouais. Moi, j'avais vu un projet qui était pas mal. En fait, le système, c'est plus comment est-ce qu'on uniformise les appels sur des modèles. Mais pas seulement du chat GPT, là, comme c'est fait. Mais vraiment, tu peux interroger plein de modèles et créer des pipelines d'action où tu vas aller prendre des réponses de l'un, des réponses de l'autre, et avec des fonctions, venir combiner les différentes informations pour les repasser à un autre modèle qui va aller refaire des transformations, et ainsi de suite, jusqu'à arriver, par exemple, j'ai envie de générer une vidéo avec une bande-son et le transcript de cette vidéo, et on peut tout faire dans le pipeline. C'est vraiment cool. Je suis en train de rechercher le projet. Moi, ce qui m'inspire, ce que ça m'inspire, toute c'est l'aspect hype du marché, en fait. C'est que, tu vois, il y a eu un moment donné, tu avais le big data, toutes les boîtes faisaient du big data. Là, c'est les AI, toutes les boîtes font de l'AI. Tu vas dans n'importe quel salon, tout est AI driven, truc, machin, à la KubeCon, qui est quand même un truc d'ops, tu vois. Tout est AI, machin. Alors, tu dis, mais il y a un moment, c'est plus rationnel. Et on sait que dans 2 ans, c'est un autre sujet. Je te dis pas que l'AI va disparaître, mais en fait, comme toute technologie, à un moment donné, elle est assimilée dans quelque chose et tu t'en fais plus le marketing. C'est-à-dire que tu te différencies sur le marché par les capacités de ton produit, mais pas par AI quelque chose. C'est juste que ceux qui n'en auront pas, cocheront pas les cases ou auront un moins bon produit. Mais tout ça, c'est assez pénible parce que du coup, c'est pas rationnel. Ça te génère des levées de fonds et de l'irrationalité dans les discours. Quand tu discutes avec des clients, les gens sont là à te demander vous faites de l'AI, et tu leur dis potentiellement vous en avez besoin, pourquoi? Ouais. On sait pas, mais il faut cocher les cases. Alors on sait pas. Ok, ouais. Bah très bien. Enfin... et du coup les gens, tu vois,
c'est comme pour Cube, hein, tu vois. Mais comme quand t'as plein de gens qui font quelque chose, les gens se disent ah il nous le faut, tu vois, il nous le faut, c'est notre stratégie Cube. Là, moi j'hésite à faire un blog post ou une conférence pour expliquer. Déjà, on voit les signaux de ce qui arrive après Cube, et déjà c'est bien. Et je trouve que ça va dans un bon sens. Et enfin, je me dis, ok, on a compris, on est en train d'assainir le truc, c'est très bien. J'en parle pas là parce que sinon on est parti pour 2 heures. Mais je vois la suite arriver et je me dis, oula, tous ceux qui sont partis en mode conteneur, cube, machin, ils auront investi du blé comme jamais dessus et bref. Et là, c'est pareil, tu vois, t'as toute cette mouvance, c'est vraiment des vagues en fait, et que les boîtes surfent sur les vagues, tu dis ok, bon, il y a peut-être des opportunités, mais le problème c'est que je trouve que les gens sont très victimes de ces vagues là, quoi. C'est dur quand t'as une boîte aujourd'hui qui est pas dans ce segment-là, d'avoir une différenciation de valeur technologique, produits, etc., sans avoir le discours marketing du moment. J'ai retrouvé le projet de pipeline de modèle. Ça s'appelle Floneum ou Floneum. Je sais pas si on le prononce à la numéum dans ce que tu dis. Un petit peu, ouais. L'interface est dégueulasse parce que les personnes, je pense qu'elles ne sont pas UX designers. Mais le principe d'uniformisation des appels au modèle est vraiment très très cool. J'ai joué un peu avec et c'est très efficace. Parce que tu peux écrire dans le langage que tu veux, tu peux brancher le modèle que tu veux et tu peux créer tes transformers comme tu veux. C'est vraiment la boîte de Lego. Tout ça en passant par du Wasm, non? Mais ça ressemble pas un peu à XTism, ça? Un petit peu, ouais, mais spécialisé pour le LLM. Ouais, ok. Et pas que le LLM, justement, puisque tu peux créer tes propres plugins. Donc, si tu as envie de brancher du Stable Diffusion, du Midjourney, du Whisper ou n'importe quel autre modèle, tu peux. Et le fait d'évaluer plusieurs modèles en temps réel et tout, j'ai vu, j'essaierai d'aller le voir à Devox. Il y a Stephen Johnson, donc le créateur de Devox, qui donne un talk là-dessus où il monte un petit système de RAG avec 30 LLM différents et tout. Enfin, j'ai pas trop lu les détails, mais ça m'a rappelé ce que tu m'as dit. Je pense que ça peut être intéressant. Ces talks qui sont plutôt intéressants. Donc, Bon, je pense qu'on est bavard, c'est la première conclusion. On a encore quelques sujets à traiter, donc on va peut-être passer au sujet suivant. Java 22. J'ai l'impression que tous les ans, il y a plusieurs sorties de Java maintenant. Ah non, c'est pas une impression, c'est vrai. C'est vrai, c'est tous les 6 mois. C'est tous les 6 mois, si je me trompe pas maintenant, hein, elle est sortie. Donc là, pareil, une petite news rapide, j'ai juste pour vous faire un petit overview enfin, donc il y a plusieurs JEP qui ont été intégrés. Donc les JEP, c'est GTK Enhancement Proposal, donc des propositions de features. Et là, dans Java 22, il y en a une dizaine qui ont été rajoutées. Ça va de trucs super spécifiques, du region pinning for G1, donc pour le garbage collector, à des trucs plus simples. Genre maintenant, dans un constructeur Java, tu vas pouvoir mettre des statements avant l'appel de super. Voilà. Et alors, si vous demandez pourquoi, allez sur la JEP, ils donnent des petits exemples pratiques. S'il y a le paramètre qui rentre et qu'on veut vérifier qu'il est négatif, qu'on veut faire péter tout de suite une illegal argument exception avant d'appeler super, on peut le faire maintenant. Il y a les string templates qui arrivent. Alors ça, pour le coup, avec toute la partie prompt de GenAI et tout, ça va faciliter les choses. Au lieu de, Est-ce qu'on peut dire que du coup, le JRE 22 sera AI tamponné, tu vois. Tamponné. En parlant de ça, il y a aussi justement le vecteur API qui était, il est encore en incubation, je vois. Incubation, 7e vague d'incubation. Ouais, je sais. Ouais, mais le vecteur API, c'est pour avoir de la vectorisation au compute. C'est ça. Donc c'est pour la recherche dans la RAM. Tu peux aller chercher plusieurs trucs en même temps. Ouais, mais je suis advocate, moi, en vector, je lance des paillettes.
Non. Et l'autre truc cool aussi, c'est quoi que je voulais dire? Un truc cool, non, un truc marrant, c'est les unnamed variables qui vont introduire le fait que dans une boucle for, Tu mets underscore. Tu mets underscore, voilà, tu peux mettre un underscore. Attendez, moi je trouve qu'on est passé un peu vite sur la vectorisation et SIMD. Hein. Je pense que c'est bien d'expliquer. En gros, dans un CPU, tu as des instructions qui partent dedans et qui sont traitées unitairement. Et le but de SIMD, c'est de pouvoir dire, en fait, on vient paquer un ensemble d'instructions. Et donc, d'où l'aspect vecteur, et c'est en fait tu viens traiter ce lot d'instructions avec du coup moins de cycles CPU pour traiter les mêmes données. Donc dans certains cas de calcul intensif dans lesquels il y a beaucoup de calculs qui se ressemblent, en fait ça permet de venir ce qu'on appelle pipeliner dans l'exécution en disant je vais jouer ce calcul là sur ces données là, et du coup ça accélère énormément le traitement de données, notamment dans tout ce qui est calcul. Alors time series c'est un exemple, mais c'est un map côté hardware. Ouais, c'est ça. Mais du coup ton map à l'exécution, quand tu le fais, tu peux l'optimiser, quoi. Et du coup les instructions SIMD permettent ça. Donc c'est ce qu'on appelle la vectorisation, et tu as plusieurs frameworks qui tirent parti de ça, et notamment Arrow qui est un framework de manipulation de données, et qui dit données dit qu'elles sont typées souvent de la même manière quand on vient les traiter, et qui dit typées de la même manière dit qu'on peut vectoriser effectivement le calcul, le processing CPU, pour économiser énormément de CPU. Et en fait, tous les frameworks qui se basent là-dessus, ça permet d'économiser des ressources phénoménales à l'exécution. On peut parler de ce qu'on a fait sur Russell. Russell, c'est l'implémentation pour le TLS en Rust. Donc c'est le OpenSSL mais réécrit en Rust. Et des collègues de Clever, ils ont utilisé justement la vectorisation pour augmenter les perfs de plus de 20%. Et voilà quoi, plus de 20% juste en utilisant les bonnes instructions CPU. Donc ça promet de belles choses aussi pour le Java, quoi. Ouais, et je crois que ça a été utilisé dans, je sais pas, vous avez entendu parler du 1 Billion Row Challenge de Gunnar Morling qu'il avait lancé en janvier, là, où il fallait classer des températures, 1 milliard de lignes qu'il fallait classer. Lui, il avait sa baseline à 1 minute et quelques, et ça finit à 3 secondes 4, le gagnant. 3 secondes 4 pour, ouais, et je pense... Après, le problème de ces trucs-là, c'est qu'en fait, c'est comme la hype-driven, quoi. T'as toujours des gens qui disent, oh, regarde, il y a telle solution, elle fait ça plus vite. Mais en fait, il y a un moment, il faut revenir à tes données à toi, quelles sont tes contraintes. Et parce que, en fait, c'est pas parce que t'as un framework qui bat tout le monde dans un cas précis que, en fait, il va être le meilleur pour tes besoins. Et on en revient à toujours, il faut évaluer les choses par rapport à ton contexte, tes contraintes, tes besoins, et ta capacité aussi, tu vois, à aller dans telle ou telle solution, à maintenir les choses. Et pour moi, c'est des principes d'ingénierie qu'on oublie beaucoup trop souvent, quoi. À maintenir, c'est très important ce que tu dis, ouais, parce qu'une solution très élégante au niveau de performance, ça peut être un cauchemar au niveau maintenance aussi. Je suis en train de regarder, il y a des trucs qui sont ignobles dans le 1 billion. Alors ça doit être efficace, hein, mais tu maintiens pas ça, quoi. C'est marrant parce que du coup, il y en a qui se sont lancés, les quelques fous de la JVM là, et tout, qui se sont mis dedans là, avec du unsafe et tout. Enfin, moi, ça va au-delà de mes capacités, mais j'ai bien aimé. Ça me rappelle les Vim Golf. Tu vois, des fois pour se marrer à Clever, on fait des Vim Golf. Et bon. Des fois, alors t'apprends des choses, hein, mais des fois, dès là, je vais vite l'oublier aussi, hein, parce que il y a un moment donné, j'ai autre chose à faire. mais donc ouais, bref, la JDK 22, écoute, ça évolue. Moi, j'aime bien le trajet que ça prend. Enfin, Simplement finir avec une petite news autour de Java, et autour de Biscuit, une solution qu'on aime bien.
qui a mis la news qui parle maintenant? C'était toi, Yannick? Ouais, alors c'est moi, mais on peut en parler avec Yannick. Donc effectivement, en fait, en décembre, il y a Géal qui a ship l'implémentation Java à jour de Biscuit. Et notamment avec un support initial des third party tokens, et on a fait un petit correctif dedans dans les derniers jours, parce qu'en fait on s'est mis à l'utiliser, on s'est aperçu qu'il manque un petit truc, et donc on est allé faire cette contrib là pour notamment pouvoir utiliser effectivement les third party tokens, et du coup je m'étais dit que c'était une bonne opportunité d'évoquer l'aspect third party token. Je sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, Yannick. L'idée de Biscuit, c'est que une autorité va venir mettre des informations dans un token, et lorsque l'on a ce token, un utilisateur va pouvoir atténuer ses droits, mais il ne va pas pouvoir les augmenter. Donc ça, c'est la version non third party des Biscuits. Sauf que ce mécanisme a un problème, c'est que si une autre entité a besoin de rajouter des informations dans le Biscuit, il peut pas, parce que le Biscuit ne permet que d'atténuer les droits. Du coup, l'aspect third party, ça va consister à venir signer des données avec une clé privée différente de celle qui a servi à créer le token initial, et qui va être trust par la personne qui va aller vérifier le Biscuit, en étant l'autorité de confiance qui a été créer les informations supplémentaires. Ça veut dire qu'une entreprise A va pouvoir créer un Biscuit avec les informations qu'il veut, et une entreprise B va pouvoir aller rajouter ces informations pour qu'une entreprise C fasse la vérification à la fois avec la clé publique de l'entreprise A et de la clé publique de l'entreprise B, uniquement pour les faits qui ont été rajoutés à l'intérieur du bloc third party. Donc en gros, c'est ça le third party, c'est de permettre d'augmenter les droits sans avoir le open bar complet où on permet à tout et n'importe quoi de pouvoir être rajouté dans le Biscuit. Ok. Donc c'est vachement bien parce que ça permet une composition de tes droits entre des entités différentes. Et donc en termes d'écosystème de droits, tu vois, ça te permet par exemple en marketplace d'avoir des produits marketplace qui ont des droits sur le provider en dessous, mais qui peuvent hériter de droits supplémentaires par la solution en fonction d'un IAM complémentaire qui serait pas à forcément intégré dans l'IAM de l'entreprise A ou B, comme disait Yannick. Et ça, c'est assez exclusif parce que de mémoire, c'est la seule techno qui supporte ça. Hein. Il y a Macaron un petit peu, mais c'est dur à mettre en place. Sur les third party comme ouais. Il y a la possibilité de faire des bidouilles avec, mais c'est un peu sale par rapport à Biscuit où c'est vraiment nickel du fait qu'il y a un SDK qui est fourni avec le Biscuit, alors que Macaron fait sa sauce. Okay. Tout à fait. Tous ces trucs-là avec des biscuits et des macarons commencent à me dire que c'est presque l'heure de manger, donc c'est peut-être un bon moment pour arrêter l'épisode d'aujourd'hui. On a été bavard. Pour nous. Hein. Un mot de la fin, Sébi? On peut me retrouver surtout sur X maintenant, donc Sébi 2706, 2706, voilà. Et, sur LinkedIn aussi, mais j'y suis pas trop. Et sur YouTube, j'essaie de refaire un peu des vidéos en ce moment. Sur la Gen AI et Quarkus. Et physiquement, on pourra te retrouver à Devox. Ou tu auras un talk avec un co-speaker sympathique. Ouais, un co-speaker très sympathique. Et on va se retrouver à Devox France, Devox UK et CodeMotion Espagne. Toujours avec le même talk, ça va très bien. Cool. Bah nous aussi, on se retrouve d'ailleurs à Devox. Alors, avec un truc exclusif, on n'en parle pas pour l'instant. Oh. Mais on y va gros. Ça, c'est un beau mot de fin. Dans ces cas-là, on va arrêter ici. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir. À la prochaine.